bienvenue à tous, merci d'être là. Alors, nous allons démarrer cette deuxième table ronde qui a pour thématique, je vous le rappelle, la mobilité durable et la souveraineté énergétique au cœur de la relance française. Alors, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités. Nous avons Damien Pichereau, vous êtes député de la Sarthe, vous êtes co-responsable de la loi des orientations de mobilité et vice-président de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous êtes maire de Mennecy, vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition énergétique, premier vice-président de l'AMIF. Nous avons Caroline Malplate, vous êtes déléguée GNV et bio-GNV chez GRDF. Nous avons Aymeric Bourdin, vous êtes délégué du think tank et du média Réseau Durable. Et nous avons Alexis Landrieux, PDG de Biomotors. Votre société fabrique des boîtiers de conversion à l'éthanol. Merci à tous d'être là. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Vous aurez chacun 5 minutes. Je sais, c'est court, donc je serai parfois un peu le gendarme. Mais l'idée étant qu'au bout d'une demi-heure, Marc puisse nous rejoindre avec les questions du public et que vous puissiez, si vous le souhaitez, réagir aux propos des uns et des autres pour que nous ayons un débat dans cette deuxième partie. Alors, Damien Pichereau, je vais commencer avec vous. On le voit bien au cœur de la souveraineté énergétique. Il y a la question de l'énergie. On a tous bien compris qu'il fallait penser multi-énergie maintenant. Mais j'ai quand même envie de savoir, est-ce qu'il y a malgré tout quand même des priorités, et je pense dans le plan de relance par exemple à l'hydrogène ou aussi à l'électrique. Vous m'entendez ? Tout à fait, Ben. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans ces conditions particulières. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver l'année prochaine et même avant, j'en doute pas. Effectivement, vous le dites, la souveraineté, j'imagine, la souveraineté énergétique, c'est vraiment un des défis de ce siècle et de ce monde d'après dont on a pu parler beaucoup durant le premier confinement, notamment afin de faire face à la volatilité des prix du pétrole et de devenir indépendant face à l'OPEP, face au bon vouloir de l'OPEP, en produisant localement ou nationalement notre énergie. Dans le plan de relance, ça se traduit par un montant global sur l'écologie qui est de 30 milliards. Rendez-vous compte, 30 milliards, c'est plus que le plan de relance, l'intégralité du plan de relance de 2008. Sur les mobilités durables, on a plusieurs énergies, vous en avez parlé, il y a l'électrique, il y a l'hydrogène, l'hydrogène qui est aussi d'ailleurs de l'électrique, hein, c'est un autre mode de stockage. On a le GNV, le bio-GNV, on a l'éthanol qui sont là pour le coup des énergies qu'on produit vraiment sur nos territoires, qui viennent directement de la terre de nos territoires. Moi, je suis extrêmement attaché à la neutralité technologique. Pour moi, l'objectif, dans un monde idéal, ce serait d'avoir un TCO qui serait quasiment proportionnel, je mets d'énormes guillemets, proportionnel aux émissions de CO2 et de polluants. Vous comprendrez que c'est extrêmement difficile, mais c'est vraiment ce vers quoi on tend à aller. En tout cas, moi, je tends à aller lorsque je propose des amendements, notamment sur le projet de loi de finances. C'est d'ailleurs l'objectif du malus et de la TICPE, c'était d'augmenter le TCO des véhicules les plus polluants. À côté de ça, il faut évidemment des aides. Alors, sur le GNV, sur le bioéthanol, globalement, on a des TCO qui sont déjà assez bons, des énergies et des investissements qui se rentabilisent quand même assez vite, ce qui fait que les aides, s'il y avait des aides, elles devraient plutôt aller, alors il y en a déjà sur le lourd notamment, mais sur le véhicule léger, s'il y avait des aides, ce serait surtout pour mettre en avant ces énergies et faire en sorte que les constructeurs s'y intéressent un petit peu plus. Sur l'électrique, là, pour le coup, on a besoin d'investir énormément parce qu'il y a des TCO qui sont encore beaucoup plus élevés que sur des véhicules thermiques. Et pour le coup, on a les aides à l'achat qu'on connaît bien pour les particuliers, que ce soit le bonus électrique, la prime à la conversion, et puis la même chose aussi pour les professionnels, avec aussi des augmentations de plafond de suramortissement notamment. Et je pense également au rétrofit qui arrive et qui se développe et qui permet de transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques. C'est une bonne chose. Deuxième enjeu, au-delà de cette acquisition et de ce TCO, c'est toute la partie réseau d'avitaillement. Car finalement, la force du pétrole, c'est de pouvoir être distribué partout sur notre territoire, partout en France, alors qu'il n'est produit nulle part en France. Le challenge là-dessus, c'est principalement sur l'électrique. On avait un objectif initial qui était 100 000 bornes en 2022. Face à la crise
Et dans le cadre du plan de relance, notre ambition, c'est de dire on va faire 100 000 bornes, non plus en 2022, mais on va y aller sur fin 2021. Donc, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements. Pourquoi on le fait? Simplement parce qu'on constate aussi qu'il y a un vrai shift comportemental. Je pense qu'on ne doit jamais oublier, dans toutes ces questions d'énergie, etc., le rôle du consommateur. Nous, on est là finalement pour accompagner ce rôle, pour flécher quand on peut un petit peu, mais c'est le consommateur qui va décider à la fin, c'est le consommateur qui va faire le chèque, c'est le consommateur qui va acheter son véhicule. Et le consommateur, il nous a prouvé, notamment en septembre 2020 et durant l'été dans sa globalité, que le véhicule électrique était plutôt prêt. Je rappelle, septembre 2020, c'était plus 206% d'immatriculation de véhicules électriques en septembre 2019, et c'est des parts de marché qui approchent les 9%. Donc aujourd'hui, effectivement, alors, c'est en partie dû aux aides importantes qui ont été mises en place, mais pas que. C'est qu'on voit bien que dans le comportement du consommateur, on commence à regarder l'électrique intégral, batterie, ou bien même le véhicule hybride rechargeable. Tout le monde y va, ça va dans le bon sens. Globalement, et que ce soit dans le rural ou dans l'urbain d'ailleurs. Nous, on est là pour accompagner ce shift face à une énergie qui a besoin de bornes de recharge et des bornes de recharge qui sont aujourd'hui, il faut bien le dire, encore insuffisamment présentes sur notre territoire. Comment on fait pour atteindre cet objectif de 100 000 bornes? Jusqu'à présent, c'est principalement la puissance publique qui a été présente pour ces bornes, et je pense notamment aux maires qui ont joué le jeu dans beaucoup de territoires. Alors, pas le cas partout, moi je suis sur un département qui est un des plus pauvres de France en matière de bornes de recharge électrique, mais assez globalement, les maires y sont allés parce qu'ils ont vu qu'il y avait un intérêt à avoir des bornes de recharge dans leur ville, tout simplement. L'idée, là, c'est qu'on ait un privé qui s'est déjà engagé, mais qui s'engage encore plus fortement pour densifier ce réseau d'avitaillement. Alors, quand je parle de privé, je parle de la grande distribution qui s'est investie réellement, qui a pris des engagements, les autoroutes, les énergéticiens, les loueurs qui réfléchissent également, je le sais. Bref, qu'on ait une mobilisation qui soit générale pour atteindre ces 100 000 bornes. Et je voyais encore hier notamment que Total a passé un accord, je crois, avec la ville de Paris pour 2300 bornes. Donc voilà, encore une fois, on ajoute cela et je suis assez cool. Le gendarme, oui. on arrive au bout des 5 minutes, on en reparlera dans la deuxième partie. Caroline Malplate, en préparant l'interview par rapport à la souveraineté énergétique, vous m'avez dit, mais le biogaz, finalement, c'est magique. Pourquoi c'est magique? Est-ce que vous pouvez présenter un peu, parce que tout le monde ne sait pas exactement comment on fait la méthanisation, et pourquoi ça nous offre cette souveraineté, finalement, dont on rêve tous? Ouais, je vais vous présenter un peu le bio-GNV. Si on fait un peu d'étymologie, dans bio-GNV, il y a bio et il y a GNV. Le bio, c'est comme biométhane, du méthane bio, donc du méthane renouvelable. Le méthane, c'est du CH4, pardon d'être technique. En fait, c'est la molécule que 11 millions de Français ont choisi pour chauffer, pour cuisiner ou pour tout usage du gaz, ce fameux gaz renouvelable. À une différence près, ce gaz est renouvelable et il est bio. Il est produit à partir de déchets organiques, des déchets agricoles, des effluents d'élevage, des déchets alimentaires, de cantine, de ménage, des bouts d'épuration, etc. Ces déchets fermentent dans un méthaniseur, une sorte de gros composteur. Et il en résulte 2 coproduits, le digesta, qui est un engrais organique que peuvent utiliser nos agriculteurs et qui présente 2 avantages majeurs. Le premier pour la planète parce qu'il permet de limiter la pollution des eaux et des sols puisque c'est un retour au sol, donc ce sont des engrais organiques sans pesticides. Et un autre qui a un avantage pour nos agriculteurs, c'est que cet engrais est gratuit de fait. Et il résulte un deuxième produit, le biométhane, donc ce gaz qui permet de cuisiner, de se chauffer et de se déplacer notamment. Et ça, c'est là pour moi toute la magie du biométhane, c'est que avant, et c'est en ça que ça répond au thème de cette conférence. Avant, on dépensait de l'énergie pour enfuir ou brûler nos déchets et nous importions de Norvège, d'Algérie, de Russie du gaz naturel. Aujourd'hui, nos déchets produisent de l'énergie et ils produisent des emplois locaux. Très concrètement, c'est 4 000 emplois dès 2019, la filière biométhane, et plus de 50 000 emplois à horizon 2050. Ensuite, GNV, c'est le gaz naturel véhicule. C'est ce gaz, donc cette molécule de gaz de CH4 qu'on peut utiliser dans un moteur thermique. Donc, on prend
nos moteurs classiques qui sont éprouvés et on l'alimente avec du gaz plutôt que du diesel. Vous allez me dire, mais si c'est la même chose, en quoi c'est mieux ? En quoi c'est mieux ? C'est parce que comme il est assez communément admis que une chaudière au gaz est moins polluante qu'une chaudière au fioul, ben c'est exactement la même chose. Un camion au gaz, c'est nettement moins polluant qu'un camion au fioul parce qu'en fait, le gaz naturel, quand il brûle, il émet très peu de polluants locaux. Et d'ailleurs, en fait, tous les véhicules gaz, quelle que soit leur année, bénéficient de la vignette critère 1. Et quand il est bio, en plus, ça permet de réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport à un véhicule diesel. C'est une solution qui est assez éprouvée. Il y a quand même près de 30 millions de véhicules qui circulent dans le monde. Il y en a 23 000 en France. Et comme c'est une solution éprouvée, c'est une solution assez peu onéreuse pour faire écho à ce que disait monsieur le député sur le besoin d'aide. Aujourd'hui, pour le GNV, bio-GNV, les TCO sont assez présents et ces aides sont aussi beaucoup pour les faire connaître. Par exemple, un véhicule utilitaire GNV coûte le même prix qu'un véhicule utilitaire diesel. C'est des solutions qui sont particulièrement adaptées aux véhicules qui parcourent de longues distances et qui transportent des charges lourdes. Par exemple, les bus de la majorité des grandes villes françaises circulent au gaz. Pour vous donner quelques exemples Oui. Pour que les gens comprennent, il y a combien de projets aujourd'hui d'usines de méthanisation ? Vous m'avez dit que ça a explosé juste avant le confinement. Beaucoup de gens ont envie de maintenant passer à ce biogaz. Oui, alors, pour l'autorisation de ces usines de méthanisation, enfin de ces entités de méthanisation qui injectent ensuite le gaz dans les réseaux de gaz de GRDF, qui sont les réseaux de gaz qui arrivent chez nous pour nous chauffer, ça date de 2011. Donc c'est une filière qui est très récente. 2011, c'était la première expérimentation. Aujourd'hui, à la fin, on a plus de 1100 projets en cours. Et on ouvrait avant le deuxième confinement, je suis désolée, j'ai pas regardé ce qui se passe depuis 2 semaines, 3 entités de méthanisation par semaine. C'est un accélérateur qui est très très fort, il y a un véritable engouement. 70% des entités en question sont des entités agricoles qui sont demandées par des agriculteurs, donc c'est un vrai complément de revenus pour nos agriculteurs français. Si on donne des exemples, parce que tout ça s'inscrit vraiment dans la mouvance qui est une mouvance très forte aujourd'hui d'économie circulaire, de Made in France. Quelques exemples. Un récent, une des grosses stations qui permet notamment d'avitailler la grande distribution, les camions d'Île-de-France, se situe à Bonneuil-sur-Marne, qui va être alimentée par la méthanisation des boues d'épuration de Valenton. De la même façon, Angers, la moitié des bus d'Angers circulent grâce à la méthanisation des boues d'épuration de la métropole. Autre exemple assez récent aussi, en Haute-Marne, il y a un agriculteur qui vient d'ouvrir une station directement raccordée à son méthaniseur. Autre exemple, Caroline, et après j'arrêterai là parce que je fais le gendarme, je vous prie de m'excuser, merci. On va revenir. Je vous donne un dernier exemple et après j'ai terminé. Alors allez-y sur le dernier. Qui utilise les déchets alimentaires des hypermarchés, les déchets alimentaires et qui les méthanise. Les déchets alimentaires d'un hypermarché permettent de faire circuler 40 000 km de camions. Bon, j'en ai fini. Ça fait rêver, c'est retour vers le futur. On met tous ces déchets dans la voiture et ça, franchement, j'espère que ça sera bientôt une réalité pour tout le monde. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition énergétique, premier vice-président de la MIF. Tout à l'heure, Caroline parlait de la qualité de l'air. Je crois que la région Île-de-France est chef de file sur la qualité de l'air. Ça pose notamment beaucoup de questions sur les orientations de vos investissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur là où vous mettez vos priorités ? Je crois que même vous allez jusqu'à faire des aides aussi sur le rétrofit. Enfin, il y a une vision très large. Oui, bonjour. En fait, les régions statutairement, depuis la loi NOTRe, ont un chef de fila sur les questions énergétiques et sur la qualité de l'air, entre autres, notamment sur les questions énergétiques. Mais quand on parle d'énergie, on parle de mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle de polluants par nature. Donc, on voit à quel point tout est lié.
Donc la région travaille très fortement depuis quelques années sur ces sujets, déjà avec un plan d'investissement majeur. Aujourd'hui, une région comme l'Île-de-France, c'est un plan de relance de 10 milliards sur 5 ans, c'est 2 milliards d'euros par an qui sont injectés en faveur de la transition environnementale, c'est-à-dire c'est grosso modo 1 euro sur 2 d'investissement régional qui est consacré à la question environnementale, avec la part majeure qui va concerner la question des mobilités. Alors, sur ces questions de pollution de l'air, déjà on soutient un certain nombre d'organismes de recherche d'études, c'est-à-dire qu'on va les financer Airparif, comme on a ce type d'organisme dans toutes les régions, qui nous permet d'avoir le diagnostic de la pollution, savoir quels sont les types de polluants, quels sont les types de concentration de polluants, quelles sont les causes de pollution. On est allé financer là-dessus des expérimentations, notamment sur les recherches de particules ultra fines, c'est-à-dire qu'on allait financer au-delà de ce qui est imposé aujourd'hui par la loi. On finance des études et surtout au-delà d'études, des recherches de dispositifs permettant de travailler sur les dépollutions d'air dans des milieux clos et notamment dans les stations de métro et de RER. C'est un des problèmes franciliens, mais globalement des grandes métropoles, où on a ces concentrations de polluants sur des secteurs de très gros passage. Et puis, on va travailler de manière extrêmement forte pour essayer de soutenir la transition vers des mobilités propres. Et là, je rejoins totalement ce que disait tout à l'heure Damien Pichereau. Nous, on n'est pas sur une logique mono-énergie. J'ai tendance à penser que il y a des usages différents, il y a des réalités différentes, il y a des besoins différents en fonction des territoires. En Île-de-France, on a des zones extrêmement rurales, comme on peut en retrouver dans la Sarthe. Quand on est en Seine-et-Marne, on est sur des territoires ruraux. L'Île-de-France, c'est 50% de terres agricoles, faut jamais oublier. Donc, on a des logiques différentes. On travaille aujourd'hui aussi bien sur le soutien aux véhicules biogaz GNV qu'électrique, qui est quand même la locomotive du moment, mais également l'hydrogène. Nous, on croit énormément à l'hydrogène. On a adopté en novembre 2019 un plan hydrogène en créant un cercle des acteurs de l'hydrogène, en lançant des AMI. Cette année, on va investir 7 millions d'euros pour soutenir la création concernant l'hydrogène si vous me passez l'expression, de cluster, mais au sens vertueux du terme, c'est-à-dire d'arriver, pour amorcer une filière qui est extrêmement coûteuse, à rassembler sur un même pôle, sur un même site ou sur un même groupement, la production, la distribution et la consommation au travers de travail avec des flottes captives. Et sur la question de l'hydrogène, qui est très certainement, en tout cas nous on est persuadé, l'une des énergies d'avenir, on a véritablement à arriver à mettre en face et à amorcer la machine. Concernant l'électricité et le biogaz, on a des sujets un petit peu différents dessus, où on voit que l'offre véhicule est de plus en plus forte. Le rétrofit qui s'ouvre, qui a été ouvert au mois d'avril dernier dans notre pays, est aussi une possibilité qui reste coûteuse aujourd'hui. Et on a un vrai sujet de créer la filière, de massifier la filière pour rendre les coûts plus acceptables. Là-dessus, on a mis des aides financières aux particuliers et aux entreprises pour essayer de faciliter la conversion rétrofit, qui est une solution vertueuse parce que ça contribue aussi à une circularisation de l'économie. Et puis, concernant l'électricité, les mobilités électriques et les mobilités gaz, l'un des grands sujets qu'on a, c'est la question de l'avitaillement. C'était rappelé tout à l'heure, mais les pétroliers, il y a une densité de réseaux de stations essence, de grandes surfaces qui distribuent de l'essence, qui fait que globalement, l'avitaillement ne pose pas de questions. Cette question, elle existe sur l'hydrogène, mais elle est beaucoup plus forte sur les deux modes qui se développent rapidement, que sont l'électricité et que sont le GNV. Donc actuellement, on finance la création de 12 000 bornes électriques en Île-de-France, 12 000 bornes de recharge. C'est en gros l'objectif pour nous, c'est à 2022 de tripler l'offre francilienne aujourd'hui. Pour le faire, parce que nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, nous finançons et nous travaillons avec les principaux syndicats énergétiques franciliens, le CIGEF, le CIPEREC, le SDESP, le SIARS, j'en passe et des meilleurs. Nous avons cette même logique concernant
concernant les stations GNV, notamment en travaillant avec le CIGEF, quand nous avons amené des financements sur Bonneuil qui était évoqué tout à l'heure. Et puis, dernière chose, nous travaillons aussi pour avoir une logique de locomotive ou d'amorçage sur ce qui nous concerne. L'objectif pour nous est d'arriver à avoir en Île-de-France 100% de nos bus qui soient des bus propres, qui soient des bus utilisant des mobilités nouvelles. Alors, on a eu quelques premières expérimentations avec l'hydrogène, mais on finance aussi bien des bus gaz ou des bus électriques. 100% de bus propres à horizon 2024 sur la zone dense. En gros, Paris, sa petite couronne, ce qui correspond peu ou prou au secteur intra 86, et 100% sur l'intégralité de l'Île-de-France pour 2030. Ça représente un volume de renouvellement de nos matériels roulants absolument colossal, mais c'est aussi un moyen d'amorcer la pompe, si vous me passez l'expression, et de trouver des équilibres vertueux sur le sujet. Merci beaucoup, c'est très clair. Aymeric Bourdin, on parlait de stations d'avitaillement. Vous êtes délégué du think tank et du média Énergie en réseau. Finalement, effectivement, on peut développer, quelle que soit l'énergie qu'on va développer, on va avoir besoin de réseaux pour les transporter. Et il va falloir y amener de l'intelligence. Et vous me disiez que finalement, sans smart grid, sans intelligence de réseau, cette transition ne pourra pas se faire. En fait, il faut vraiment penser le réseau aussi. Oui, tout à fait. Effectivement, le réseau, sans réseau, pas de véhicules électriques, pas d'Internet non plus d'ailleurs. Alors, sans revenir à l'invention du feu, il faut rappeler que le réseau électrique, au départ, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il a été inventé de façon très locale. Il y avait des petits réseaux un petit peu partout en région. Et puis, petit à petit, ça s'est unifié au milieu du XXe siècle pour avoir un réseau national. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus interconnecté au niveau européen. Il faut savoir que nous sommes solidaires de nos voisins et que les lignes électriques à haute tension, à 400 000 volts, sont interconnectées avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, et permet des échanges lorsqu'il y a des pics de demande, comme par exemple en hiver ou lorsqu'il y a un problème technique. Et donc aujourd'hui, le réseau connaît un moment carrefour, effectivement, puisque avec l'augmentation forte des ENR, des énergies renouvelables produites notamment localement, il va falloir que ce réseau, et ça a déjà commencé, se modernise et intègre cette couche d'intelligence qu'on appelle smart grids. Qu'est-ce que c'est en fait les smart grids? C'est la rencontre de la révolution numérique et de la transition énergétique, avec des capteurs, avec l'IoT, donc l'intelligence artificielle liée à l'Internet des objets. On peut savoir très précisément, effectivement, quel est l'état de la consommation en temps réel, de façon très locale, et l'état de la demande. Et la rencontre de ces paramètres permet effectivement de prévoir et d'allouer les bonnes ressources via les bons canaux au bon moment. C'est cela qu'on appelle les smart grids. Une problématique auquel on ne pense pas forcément, vous dites, cette interconnexion de tous les réseaux va poser des problèmes de cybersécurité, c'est-à-dire qu'on va devenir peut-être plus fragile en cas d'attaque. Il faut y penser et sécuriser ces réseaux. Alors exactement, c'est une réflexion auquel on est habitué dans les sujets de numérique. On entend effectivement beaucoup parler de cybersécurité, des tuyaux et des contenus pour pouvoir continuer à avoir une continuité de service. Mais effectivement, la question se pose aussi, et de plus en plus, au niveau des réseaux électriques, dans la mesure où c'est une infrastructure critique. Et on imagine bien que à la fois, s'il y avait malveillance cyber à un moment sur des réseaux qui sont très sensibles au numérique, puisqu'il y aurait une forte dose de logiciels et de digitalisation, nous sommes effectivement dans une position où il faut que la sécurité soit optimale. Sécurité aussi, et donc on rejoint le thème de la souveraineté en termes d'approvisionnement. En termes d'énergie, la question a toujours été l'autonomie stratégique. Le concept est d'autant plus d'actualité suite à la crise du Covid, puisque nous le savons, nous avons besoin
d'être autonome sur ce type d'infrastructure. Sans vouloir se faire peur, il faut savoir qu'effectivement, il y a des projets aujourd'hui, les routes de la soie électrique, ce sont des corridors qui sont actuellement en projet en Chine, pour ne pas la nommer, avec 7 milliards d'investissements en 2017 sur des réseaux ultra haute puissance qui viendraient apporter de l'électricité beaucoup moins chère que celle produite aujourd'hui en Europe. Le sujet de la souveraineté est donc clairement d'actualité sur la maille la plus fine en relation avec les territoires, mais aussi en macro au niveau des réseaux de transport. Passionnant dont on a parlé, mais dit l'un des autres enjeux par rapport au réseau, c'est finalement de décentraliser et que chaque consommateur puisse devenir à terme à la fois autoconsommateur, mais aussi producteur de sa propre énergie. Vous dites que c'est vraiment une des pistes à creuser et qui va se développer dans les années à venir en France, mais aussi en Europe. Alors oui, ça c'est un petit peu la vision d'un Jeremy Rifkin sur la troisième révolution industrielle, mais et d'autres aussi. Et effectivement, c'est ce qui est en train d'être mis en place en Europe et dans les territoires. On voit bien qu'il y a un appétit de la part du consommateur et des citoyens pour installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ou une petite éolienne dans son jardin ou un petit parc pour des plus grands territoires. Il faut savoir qu'il y aura toujours un équilibre à trouver entre ce que le consommateur producteur, qu'on appelle donc le consomacteur maintenant, injecte sur le réseau et ce qu'il reçoit. Et donc, on se dirige vraisemblablement sur des solutions hybrides où là aussi, l'intelligence du réseau à la maille la plus fine, c'est-à-dire au compteur finalement chez soi, sera clé parce qu'elle permettra d'arbitrer entre le moment où il y a du soleil sur son toit et où donc je produis plus que je n'ai besoin au mois de juillet, par exemple, et le moment où, en décembre, il n'y a ni vent ni soleil, et où là, pour le coup, j'aurais besoin d'importer de l'électricité du réseau ou de mes voisins ou de plus loin, parce que là sera produite l'électricité. Merci beaucoup, Aymeric Bourdin, c'est passionnant. Je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie. Alexis Landrieux, vous êtes PDG de Biomotors, je le disais, vous fabriquez des boîtiers de conversion au bioéthanol. Alors là, en termes de souveraineté énergétique, la France est bien placée avec le bioéthanol. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ce carburant ? Bonjour à tous. En effet, ça n'a pas été toujours le cas puisque l'éthanol, c'est pas nouveau. C'est maintenant depuis 2007, donc plus de 10 ans que c'est implanté en France. Et on a connu par le passé d'ailleurs ce croisement entre le consommateur, la disponibilité de la technologie et les volontés aussi des pouvoirs publics, des constructeurs, etc. Et finalement, pendant 10 ans, ça a été quelque chose de très méconnu sur lesquels on avait aussi cette problématique on en parlait tout à l'heure, de ravitaillement, pas de station, pas de marché finalement, les boîtiers n'étaient pas reconnus. C'est aujourd'hui fini et c'est un bel exemple de ce que la France est capable de faire. C'est effectivement quelque chose de magique aussi, puisque pour l'avoir vécu ces 10 dernières années, on s'est mis autour de la table en 2015 sur justement la possibilité de développer cette solution qui est partie intégrante de la transition énergétique et du mixte énergétique. On s'est mis autour de la table en 2015 avec les pouvoirs publics, les décideurs, les constructeurs, les pétroliers, et ça a permis de mettre tout le monde d'accord et d'avoir un arrêté qui encadre et qui reconnaisse finalement aussi mon métier et finalement ma technologie de boîtier de conversion évidemment, avec un encadrement qui a donné une confiance au marché dès sa parution en 2017. Décembre 2017, depuis on le voit, ça a été le gros boom. Le boom pourquoi ? Le consommateur a été rassuré. On a une technologie qui était donc disponible pour pouvoir, sur sa voiture existante, telle que le rétrofit dont on parlait tout à l'heure, pouvoir utiliser la voiture déjà existante et ne pas forcément en changer. Une homologation des systèmes qui a permis de donner la confiance au marché. Les constructeurs, évidemment, qui savaient aussi qu'en face, il y avait un intervenant et un interlocuteur lorsqu'on équipait la voiture avec le bioéthanol, ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout, le réseau de distribution, on en parlait tout à l'heure, qui s'est très largement étendu. Et la France est devenue finalement le premier producteur de bioéthanol européen, avec une exportation qui est faite dans toute l'Europe. Pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi autant que je le suis pour ma part, les stations, on en a 2 qui s'ouvrent par jour depuis maintenant plus de 2 ans, ce qui porte à aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, on avait 200 stations, on a aujourd'hui 2040 stations de mémoire
avec Total et Intermarché qui sont les plus gros faiseurs en la matière. On a donc finalement... Oui. André, pour que le public comprenne, hein, le bioéthanol, c'est de l'alcool qui est produit principalement à base de betterave, mais aussi de céréales, voire même de mou de raisin. Donc on a l'autonomie aujourd'hui. Bon, la betterave fait du sucre, mais elle fait aussi de l'alcool. Il faut le préciser. Hein, donc. J'allais y venir. En fait, c'est un très beau produit qui est souvent méconnu et surtout avec des idées reçues. Et c'est là où je veux en venir. C'est on a besoin. Alors, on parlait tout à l'heure les finances, etc. C'est vrai que Monsieur Pichereau l'a très bien dit. Ça a été très aidé. Aujourd'hui, l'intérêt y est. Le consommateur s'aperçoit que ça se rentabilise très vite un équipement. Il faut compter de l'ordre des 1 000 € et ça s'amortit finalement en moins d'1 an puisqu'on divise le prix du plein par deux. Le litre d'éthanol est à 65 centimes. Par contre, ce qui nous manque aujourd'hui encore, c'est plus de visibilité, de communication et surtout de soutien, parce qu'on entend encore trop souvent dire l'éthanol, déforestation, etc., etc. C'est faux. Aujourd'hui, on a moins d'1% des terres cultivables françaises. Aujourd'hui, on utilise la mélasse sucrière, qui est finalement les résidus de distillation de la betterave. On utilise, moi je suis dans le sud, vous le voyez, il fait très beau. On utilise aussi les mous de raisin dans notre secteur et notre région. Tout ça, c'est une richesse française sur laquelle on n'a pas besoin d'aller au bout du monde. C'est renouvelable, bien évidemment. Et donc, pour moi, je suis passionné. De toute façon, ça fait 10 ans que j'y roule et je ne pourrais pas vous trouver des avantages. Pour le consommateur, c'est la même voiture. On va à la station de la même manière. Et surtout, ce que je veux appuyer, c'est surtout que le moteur thermique fait partie intégrale de la transition énergétique qu'on est en train de vivre, puisqu'on le sait, l'autonomie pendant les 20 prochaines années, bien sûr l'hydrogène c'est beau, bien sûr le combustible c'est beau, mais aujourd'hui les 20 prochaines années on le sait, si on veut de l'autonomie, et c'est mon cas, je suis rouleur, je fais 50 000 km à l'année, le moteur thermique perdurera encore sur l'hybride rechargeable, etc. Et ce qui est beau avec le système de conversion biomotors que je propose, c'est qu'on peut équiper aussi bien une hybride rechargeable, une hybride, c'est mon cas, j'ai une hybride rechargeable. Bien sûr, tous les jours, je fais 6 km pour venir au travail et je roule en électrique, mais on m'appelle, je dois aller en déplacement à Lyon, aucun problème, je suis en bioéthanol. Et la solution, elle est juste extrêmement vertueuse. Il faut vraiment pas l'oublier parce que aujourd'hui, elle est oubliée, cette solution, des zones ZFE, du PLF que j'ai pu parcourir. Elle est oubliée également des vignettes critères. Elle est oubliée sur bien des sujets. Et ça, c'est pas financier, c'est uniquement de la volonté et un soutien. Beaucoup, Alexis Landrieux. On va passer à cette deuxième partie. Marc va nous rejoindre. Si tout d'abord l'un d'entre vous veut réagir à ce qui a été dit, il vous suffit de lever la main, on vous donnera la parole. Rebonjour Marc. Voilà. Est-ce que vous avez aussi des questions qui nous sont arrivées ? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. À nouveau, merci infiniment de votre présence et de votre disponibilité. Alors, il y avait une question de Paul, mais Alexis vient d'y répondre. C'était est-ce qu'il y a des hybrides E85 ? Et à terme, oui, il y aura des hybrides rechargeables. Aujourd'hui, il y a déjà des hybrides. Si j'ai bien compris, du moment qu'on est en essence, hybride ou hybride rechargeable, Alexis, on peut mettre un kit bioéthanol. Oui, tout à fait. C'est dès lors qu'on a un moteur essence, on peut l'équiper. D'ailleurs, je peux extrapoler jusqu'à, on fait des motos, des jet skis, des bateaux. En fait, dès lors qu'il y a un moteur essence, on peut l'équiper. Et surtout, un boîtier, finalement, c'est une gestion électronique. C'est quelque chose qu'on développe en interne, qu'on met à jour avec les ingénieurs. On est capable de s'adapter aux toutes nouvelles technologies des constructeurs. Là aussi encore, il faut communiquer parce que, évidemment, il faut qu'on fasse partie intégrante de les moteurs évoluent, on est capable de les suivre. Mais encore faut-il qu'on ne mette pas de bâton dans les roues. Et c'est là-dessus que je veux appuyer. On est capable de suivre cette transition. On le fait très bien aujourd'hui. Il faut continuer à le soutenir. Voilà. Moi, j'y crois beaucoup. On sait très bien qu'il y aura avant que l'électrique, full électrique fasse 800 km, on aura aussi des hybrides rechargeables. Donc, si on peut être hybride et rechargeable, donc 100% électrique en ville, donc zéro pollution, et passer en indépendance énergétique avec du bioéthanol à base de mou de marc de raisin, puisqu'on a beaucoup quand même de viticulteurs en France, ça permet quand même de rouler toujours écologique. Vous avez même, Marc, certains constructeurs qui proposent la tricarburation essence E85 et GPL. Donc, voilà. Alors voilà, tout devient possible. Ça j'y crois beaucoup. Il faut trouver et on rappelle et on fait le lien et c'était le cœur de notre rencontre aujourd'hui avec bien évidemment l'indépendance énergétique. Damien Pichereau le rappelait, il y a le pétrole, il y a le prix du pétrole, mais si demain en énergie électrique, en bioéthanol, en GNV, en biométhane, on est sur chaque petit morceau indépendant, on pourra trouver des additions. J'avais une question aussi sur le GNV, donc là c'est pour Caroline. À quand
rapidement, Caroline, question de Thomas, la mobilité légère en GNV. Là, il y a peut-être moins de certitude. Une vraie question. En réponse courte, puisqu'il nous reste que 10 minutes. Caroline. Très rapidement, c'est pas le cœur de cible des constructeurs, puisque la réglementation européenne inflige des amendes aux constructeurs de véhicules légers dès lors que, en moyenne, les véhicules émettent un certain nombre de grammes de CO2 au pot d'échappement. Ce qui est, selon moi, une double erreur. C'est une erreur écologique assez forte parce que si on prend en compte l'analyse en cycle de vie d'un véhicule, si je suis caricaturale et comme il s'agit d'une réglementation européenne, je peux l'être, ça incite à rouler à l'électrique en Pologne alors que 80% de l'électricité polonaise est faite à base de charbon. En fait, il vaut mieux rouler au diesel. Et en plus, ça c'est la citoyenne qui parle, mais quand j'ai vu le graphique des constructeurs qui seraient amenés à payer les amendes et ceux qui seraient pas amenés à payer, je me dis qu'on est bien idiots parce que c'est plutôt les constructeurs européens qui seraient amenés à payer les amendes et plutôt les constructeurs des autres continents qui seraient amenés à pas payer. Sachant qu'en même temps l'Europe finance l'emploi, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'illogique dans tout ça. Bon, cette parenthèse, malgré le temps étant passé, donc ça incite pas les constructeurs. Donc les constructeurs sont partis très principalement pour le véhicule léger sur une offre électrique. Néanmoins, il y a des véhicules légers qui existent chez Seat. Ce qu'on constate, c'est que comme effectivement la réglementation conduit plutôt à ce que et aussi l'autonomie qui est proposée par conduit à ce qu'on est aussi, on a plutôt un usage professionnel du GNV et on a plutôt un réseau d'avitaillement qui est un réseau d'avitaillement professionnel. On a 150 stations publiques et ces stations publiques sont quand même des stations où on peut pas nécessairement payer en carte bleue. Donc c'est fait pour les professionnels. Donc le véhicule léger aujourd'hui par typologie d'usage, mais c'est vrai que très clairement le club existe maintenant depuis plus de 10 ans. On sent que le GNV et demain, bien évidemment, le biométhane est plus tourné aujourd'hui vers les véhicules poids lourds ou poids lourds légers pour le dernier kilomètre d'ailleurs de livraison. Ça a été bien rappelé par Anne-Marie Hydrac. Aujourd'hui, je vais poser une autre question peut-être. Ou les flottes légères professionnelles, le cas échéant, mais pas les flottes légères grand public parce qu'on n'est pas adapté en termes de réseau d'avitaillement et on n'arrivera pas à obtenir la taille critique aujourd'hui, je pense. Donc une mixité mais des vers les taxis, des professionnels. ambulances, des flottes d'entreprises professionnelles. Enfin, je veux dire, nous, GRDF, évidemment, on roule au gaz. Et on a des véhicules légers. Donc les flottes mais on a notre réseau d'avitaillement. C'est possible, peut-être pas individuel. On voit bien, de toute façon, c'est important, tout le monde. Ce sera marginal. Une question qui est de Christophe. Les anti-véhicules électriques indiquent que le pays ne pourrait pas faire face en matière de production électrique. A-t-on des données à ces propos? Alors, peut-être Damien, s'il souhaite réagir. Moi, déjà eu une réponse. Tout le monde ne va pas consommer à la même heure. À une époque, on disait même qu'il faudrait 2 centrales nucléaires s'il y avait 10% d'électrique. Mais la réalité, et ce qu'on espère, parce que je sais que les énergéticiens vont le faire, c'est que la centrale nucléaire, ce seront les véhicules électriques qui, le soir, pourront ramener de l'énergie dans le réseau. Et là, ça veut dire qu'on peut produire de l'énergie. D'où l'intelligence de la gestion des réseaux, et je me tourne vers Aymeric Bourdin. C'est ça l'avenir. Justement, la gestion de l'intelligence de la recharge est capitale. Damien d'abord. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Ce qui va être important, c'est comment on est capable demain de gérer cette recharge et c'est le rôle justement de la smart grid et c'est pour ça qu'on doit avancer justement vers cela. Il y a une première étape aujourd'hui qu'on est en train de faire qui est de dire, c'est la poule et l'œuf, c'est de dire avant tout, on met un parc minimum de véhicules électriques, on met quelques bornes de recharge, on en rétrofite aussi une partie déjà pour les rendre interopérables. Et puis l'étape d'après qui doit arriver très rapidement, c'est effectivement le rôle de cette smart grid qui va permettre justement de ne pas avoir cette saturation du réseau. Après, très clairement, Enedis aujourd'hui nous dit que quand bien même on aurait 30% du parc automobile français en électrique demain, et honnêtement, je pense que ce sera, on n'est pas prêt d'y arriver, en tout cas, ça c'est une certitude. Bon, tout de suite. Et brique sur les réseaux et les smart grids. Tout à fait, on sera capable de faire face. Aymeric, on vous écoute. Voilà, le micro ouvert. Merci. Tout à fait d'accord avec Damien Pichereau et peut-être en petit complément,
effectivement, Enedis travaille aujourd'hui à un projet avec une douzaine d'acteurs de la filière, un projet qui s'appelle Avenir, avec un grand V et un grand E, et qui consiste à travailler sur une quinzaine de sites en France pour tester le pilotage de la recharge, parce que ce sera un des déterminants, effectivement, quand on sera beaucoup plus nombreux à avoir des véhicules électriques, c'est de répartir les moments de charge et les moments où le véhicule to grid, c'est-à-dire le moment où le véhicule injectera de l'électricité sur le réseau au moment où il en a besoin. Et donc pour ça, il y a besoin effectivement de logiciels et de solutions numériques qui vont calculer le bon moment pour que les réseaux soient pas surchargés au moment de pic. Question qui est sur... y aura-t-il un jour, je ne sais pas si vous avez la réponse, on aurait pu poser tout à l'heure, mais ça c'est les constructeurs plutôt de camions, mais ça j'y crois pas trop en termes de disponibilité, des camions électriques. Jean-Philippe, des bus électriques, oui ça c'est sûr, ça va tourner dans les villes et la région souhaite et puis hydrogène. Le camion c'est peut-être un peu moins sûr, on l'a vu avec Anne-Marie Drac tout à l'heure. Oui, ça va dépendre des évolutions technologiques. On arrive à sortir des bus aujourd'hui. La réalité, c'est la problématique de l'autonomie et on voit bien que plus on est sur des véhicules lourds, plus on a des difficultés. Et pour le coup, les solutions gaz ou les solutions hydrogène sont complètement adaptées, elles sont plus facilement naturellement et la cohérence est plutôt d'appuyer sur ce type de dispositif. Juste une remarque par rapport à ce qui a été évoqué avant sur la question du procès d'intention sur l'électrique, selon lequel la France n'aurait pas potentiellement d'autonomie énergétique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le thermique, on n'a pas de pétrole et on a zéro autonomie nationale. Donc, de toute façon, quand bien même la question serait de savoir si on est intégralement autonome ou pas sur l'électrique, on le sera toujours moins dépendant que ce qu'on est aujourd'hui. Merci de le souligner. Il y a une question de Benoît sur laquelle je réagirai, mais je ne doute pas un instant que Damien voudra rebondir aussi avant de conclure et vous remercier. Ne faudrait-il pas des véhicules plus légers, un quadricycle lourd limité à 90 km/h? Vous savez que nous avons porté aussi, avec l'association de la place de la petite voiture dans la ville et le club des voitures écologiques, on a poussé les villes à faire du demi-tarif pour les petits véhicules. Avant, on a le droit de les citer, on est entre nous, il y avait Smart. Aujourd'hui, il y a l'Ami de chez Citroën, des petits véhicules légers en effet, qui sont totalement adaptés à la ville. Et là encore, il y a peut-être un segment à trouver de véhicules adaptés à la ville. Rapidement, Damien, avant d'arriver à la conclusion de cette table ronde. Oui, tout à fait. Je suis assez favorable à cette idée. On a déjà un secteur qui existe, qui est le QLM, qui est le quadricycle lourd motorisé, avec des constructeurs français d'ailleurs qui sont leaders. C'est dans cela que s'inscrivent certains nouveaux modèles. Et effectivement, il faut être en capacité de les avantager. Là aussi, j'en reviens à mon histoire de TCO tout à l'heure. On est sur des véhicules qui, globalement, ont un TCO qui est plutôt positif, qui est plutôt favorable. Donc c'est des véhicules qui sont bons. C'est aux villes maintenant, effectivement, de leur faire une place peut-être plus importante avec quelques avantages, comme vous disiez, notamment sur les prix de parking. Mais oui, ça fait partie des moyens de mobilité qui seront à disposition pour transporter les gens dans nos villes. Mais vous y avez presque répondu à Damien tout à l'heure. Ne faut-il pas orienter, c'est Patrice qui la pose, les investissements en fonction de la contribution carbone de chaque carburant, mais quelque part, c'est ce qu'il y a dans la LOM, sans me tromper. C'est la réponse à la loi d'orientation des mobilités qui donne une fiscalité aujourd'hui et des aides qui en effet, en fonction du TCO et du carbone émis, permet d'avoir des avantages, bien sûr. Alors, moi, je tenais sincèrement à vous remercier tous les 5. D'abord, la souveraineté est un vrai sujet. On a compris qu'on peut y arriver, plus on produira du bioéthanol, du biométhane, demain de l'énergie verte produite par nous, pas importée, et par aujourd'hui, la France est quand même assez autonome en électrique, mais il n'y a pas que l'électrique et cette mixité énergétique, ce que Damien a appelé la neutralité technologique, qu'on appelle nous la mixité énergétique, est partagée par l'ensemble des élus que l'on a rencontrés ce matin. Alexis sait que le bioéthanol, il n'est pas toujours partout, mais on a quand même maintenant de l'électrique, de l'hydrogène, du gaz et de temps en temps du bioéthanol, soutenu d'ailleurs par des régions, et j'invite tout le monde. Alors bien sûr que, je me souviens de mon ami Bernard Darniche qui nous disait que plus le pétrole monte, plus on est intelligent pour trouver des solutions. Aujourd'hui, il est relativement bas, et cependant, dans cette volonté
justement d'autonomie énergétique. On montre tous ici autour de la table que l'avenir passera par les smart grids, Émeric l'a rappelé tout à l'heure, chacun a un rôle essentiel à jouer, les orientations du gouvernement, l'implication des régions très fortes et de la région Île-de-France particulièrement aujourd'hui, et cette diversité des objets et des sujets. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à toi aussi. Merci à tous les 5. Prenez soin de vous et à très bientôt.